Donc chapitre 2, la dynamique de l'inflation et du chômage. Une phrase pour donner le contenu de ce cours. La courbe de Phillips, le dilemme inflation-chômage, le taux de chômage naturel, l'efficacité de la politique monétaire. Il y a beaucoup de choses. Je vais traiter successivement 3 sections. La courbe de Phillips corrigée des anticipations, le dilemme inflation-chômage et 3e section, l'efficacité de la politique monétaire. Vous allez comprendre petit à petit pourquoi j'ai introduit cette section 3. C'est une section que je n'aurais pas pu traiter dans le cadre des modèles de statique comparative. Comme vous le savez, je suis préoccupé de politique économique. Je ne fais pas de la macroéconomie juste pour le plaisir de faire de la macroéconomie. Il y a toujours une intention de présentation des instruments de politique économique, de l'efficacité de la politique économique. Et là, justement, les éléments que je vais introduire dans ce chapitre sont particulièrement adaptés pour discuter de points concernant l'efficacité de la politique monétaire. Introduction. Dans cette introduction, en fait, je propose une transition entre les cours concernant le chapitre 1 et le chapitre 2. Donc ce chapitre 2, il est consacré à l'inflation et j'ai quand même ajouté le mot dynamique parce qu'on va changer un petit peu de cadre de modèle. Pourquoi ? Parce que, précisément, ce n'est pas possible de parler de manière rigoureuse du phénomène d'inflation dans le cadre d'un modèle statique. Il faut absolument introduire des éléments de dynamique de court terme. Alors, je vous rappelle quand même que le modèle ASAD n'était pas complètement muet sur les questions relatives à l'inflation. Alors, évidemment, c'est juste la considération dans un exercice de statique comparative de variation des prix lorsqu'il y a un choc que je pouvais traiter. Dans le cadre d'un modèle statique, c'est tout ce que je pouvais faire. Ce modèle ASAD permet aussi un point important, la clarification de la distinction conventionnelle entre l'inflation par la demande et l'inflation par les coûts. C'est une problématique assez ancienne. Ce n'est pas inutile, on peut toujours dire des choses intéressantes avec ça, mais c'est une problématique relativement ancienne. Alors c'est en fait très simple de comprendre ce que c'est que l'inflation par les coûts et l'inflation par la demande à l'aide du modèle ASAD. J'ai proposé ici une figure pour illustrer ce point. Dans cette figure, au fond, je prends un diagramme ASAD très simplifié avec juste l'approximation linéaire. Je n'ai pas mis de choses très compliquées, c'est juste une courbe AD décroissante et une courbe AS croissante. Et pour simplifier, je les ai représentées simplement par des lignes droites. Et je regarde ce qui se passe entre ce point, qui est le point, disons, d'équilibre initial, et le point auquel je vais m'attacher maintenant, qui est après un choc. Alors, je sais maintenant caractériser les chocs d'offres et de demande. Je vais essayer de comprendre ce qui se passe entre ce point d'équilibre initial et ce point que je vais considérer comme un équilibre final dans un exercice de statique comparative. Alors, ce mouvement résulte en fait du déplacement des deux courbes AS et AD. Et c'est intéressant de décomposer le mouvement en déplacement de la courbe de demande, déplacement de la courbe d'offre. Commençons par le déplacement de la courbe de demande. Une expansion de la demande ou un choc positif sur la demande, par exemple une augmentation pour des raisons exogènes de l'absorption privée, déplace la courbe AD en haut et à droite. Vous savez maintenant ce que c'est que des chocs de demande, des politiques de demande. C'est un concept auquel nous sommes parvenus dans l'exposé du modèle ASAD. Et vous voyez que
s'il n'y a qu'un déplacement de la courbe de demande alors que la courbe d'offre reste constante, l'expansion de la demande qu'elle soit exogène ou résultant d'une politique expansionniste mise en œuvre par un gouvernement qui veut stimuler la demande, ça déplace bien entendu la courbe de demande en haut et à droite, et vous voyez qu'on arrive, si rien ne se passe du côté de l'offre, on arrive à un nouveau point qui est caractérisé par un niveau de production plus élevé, une production qui a augmenté, et un niveau général des prix qui a aussi augmenté. Donc si vous voulez, un choc de demande positif, une expansion de la demande, se traduit à travers le modèle ASAD par une augmentation de la production et une augmentation du niveau général des prix. Mais ce modèle ASAD il nous a permis aussi d'analyser d'autres types de chocs, et notamment les chocs d'offres. Le choc d'offres, il est représenté par le déplacement de la courbe d'offres, ici, en haut et à gauche. Ce choc d'offres, c'est un choc défavorable, c'est une contraction de l'offre. Alors que j'ai envisagé ici un choc de demande favorable, plus exactement une expansion de la demande. Il peut être favorable ou défavorable, on n'en sait rien. Alors, ce choc d'offre qui déplace la courbe AS en haut et à gauche, donc représente une contraction de l'offre, il a un effet, si on suppose que la courbe AD n'a pas bougé, c'est-à-dire on reprend la courbe AD initiale, eh bien, il a un effet qui est caractérisé de la manière suivante. Lorsque la courbe AS se déplace en haut et à gauche à la suite d'une contraction de l'offre, on observe à demande constante, à courbe de demande inchangée, une réduction de la production, une diminution de la production et une augmentation du niveau général des prix. Et ça, c'est, disons, l'explication, si vous voulez, qui est implicite dans le modèle ASAD des situations de stagflation. En effet, ce que vous observez lorsque l'offre se déplace en haut et à gauche, la demande étant inchangée, c'est une diminution de la production qui, vraisemblablement, se traduit par une augmentation du chômage, en même temps que l'on a une augmentation des prix. Donc vous voyez, il y a une augmentation du taux de chômage en même temps que de l'inflation, si vous voulez. L'inflation et le chômage, et pas l'inflation ou le chômage. Donc, ce paradoxe des situations de stagflation, notamment celles qu'on a connues lors des chocs pétroliers, où l'on voyait à la fois une augmentation de l'inflation et une augmentation du chômage, ce paradoxe est parfaitement expliqué par le diagramme ASAD. Il n'y a aucune difficulté, et c'est sans doute une très bonne explication, une explication qui permet d'avancer beaucoup, et notamment en termes de qu'est-ce qu'il faut faire sur le plan de la politique économique. Ça permet de comprendre ce que c'est que la stagflation. La stagflation, c'est tout simplement un choc d'offres, la conséquence d'un choc d'offres défavorable, adverse, donc une contraction de l'offre. Encore une fois, je vous ai déjà indiqué que lors des chocs pétroliers, on a vu revenir ou venir au devant de la scène ce modèle ASAD et spontanément, si vous voulez, la culture moyenne des responsables de politique économique était manifestement très insuffisante. Pourtant, ça existait. Hein. L'inflation par les coûts, ça existait. Moi, j'ai appris ça dans les années 60. Alors, ouais, c'est vieux. Hein. Donc, c'est pas le choc pétrolier qui... Le choc pétrolier ne provoquait pas des phénomènes absolument inconnus. Mais nous avons des rigidités de pensée. Nous avons des rigidités de pensée parce que nous nous sommes mis dans la tête cette notion qu'il y a un dilemme entre l'inflation et le chômage et que on peut diminuer le chômage en acceptant un peu d'inflation. C'est souvent dans ce sens qu'on raisonne. C'est effectivement la conséquence d'une expansion de la demande. Une politique d'expansion de la demande
augmente l'inflation, enfin elle augmente le niveau général des prix, elle diminue le chômage parce qu'elle augmente la production. Donc on a cette manière de penser. Et on a oublié qu'il existait aussi une autre possibilité qui était le choc d'offres. C'est absolument possible de comprendre ça, même à l'époque des chocs pétroliers. C'est un fait qu'on a mis du temps à comprendre ce que disaient d'ailleurs les économistes qui proposaient cette explication toute simple. Ce que je suis en train de dire, c'est que, effectivement, si on regarde ça du point de vue de la question de l'inflation, et si on assimile la notion d'inflation au déplacement du niveau général des prix, dans un modèle statique, ce qui est évidemment appauvrissant, on clarifie, grâce au modèle ASAD, les notions d'inflation par la demande et d'inflation par les coûts. L'inflation par les coûts, c'est l'ancienne dénomination, l'ancien label pour choc d'offres adverse. Ces deux choses peuvent se combiner. Dans les situations réelles, il n'y a jamais de choc pur, il y a des combinaisons de chocs. Dans cette figure 1, j'ai essayé de représenter, au fond, un petit peu ce qui s'était passé lors des chocs pétroliers. C'est-à-dire qu'il y a eu un choc d'offres, ça a commencé par le choc d'offres. Donc ça a fait augmenter le chômage, et ça a fait augmenter le chômage et les prix, et on a augmenté la demande. C'est-à-dire on a fait une politique de stimulation de la demande parce qu'il y avait du chômage. Mais alors, cette politique de stimulation de la demande, en fait, n'était pas tout à fait appropriée, c'était pas un choc de demande, c'était pas une récession, c'était un choc d'offres. On s'est trompé. Alors la conséquence, on la voit ici. En fait, l'augmentation de la production a été minime, beaucoup moins importante qu'on ne le pensait. Il y a eu une petite augmentation de la production, mais surtout, il y a eu une phase d'inflation très forte. En fait, le chômage a continué à augmenter, bien entendu. J'espère que vous avez compris cette introduction. On peut faire quelque chose avec le modèle ASAD sur cette question, mais on n'arrive pas vraiment à décrire le phénomène de l'inflation. Pourquoi on n'arrive pas à décrire le phénomène de l'inflation? Parce que l'inflation, ce n'est pas simplement l'augmentation, une fois pour toutes, du niveau général des prix. Ce n'est pas ça l'inflation. L'inflation, c'est un phénomène d'augmentation récurrente, période après période, du niveau général des prix. Pour comprendre cela, il faut renoncer à des explications qui passent par des modèles statiques et introduire un cadre approprié. Et la première notion qui va me permettre de rentrer justement dans l'élaboration de cette explication que je vais proposer pour les phénomènes d'inflation et aussi pour les questions concernant le dilemme inflation-chômage, elle va commencer par l'introduction d'une nouvelle notion. Cette nouvelle notion, c'est la courbe de Phillips corrigée des anticipations. Je vous ai déjà dit que le marché du travail, c'était quelque chose d'assez complexe et on va encore, avoir à élaborer sur cette question. Comme vous le savez, l'ajustement de l'offre et de la demande sur ce marché n'est pas simple. Il est très frictionnel, ce marché. L'offre et la demande ne s'ajustent pas facilement. Ça met beaucoup de temps, ça peut mettre vraiment très longtemps et provoquer des problèmes graves dans l'économie réelle. On a bien entendu cherché à décrire en fait ce phénomène macroéconomique d'ajustement sur le marché du travail. Et un des progrès significatifs, c'est lointain, c'est très ancien, c'est l'introduction de la courbe de Phillips. C'est quelque chose de très simple que vous connaissez. En fait, c'est tout simplement un ajustement de prix. L'ajustement du prix du travail lorsqu'il y a des déséquilibres entre l'offre et la demande. Et simplement, les déséquilibres entre l'offre et la demande, ici, au lieu de parler d'excès de demande, en fait, on a introduit, en général, on introduit le taux de chômage. Le taux de chômage ou le chômage, en général, c'est le taux de chômage parce que ça convient pour la modélisation macroéconomique. Et ça marche aussi économétriquement. Le taux de chômage, qu'est-ce que c'est? En fait, ce n'est pas un excès de demande, c'est un excès d'offre. Qu'est-ce que c'est que le taux de chômage? C'est un indicateur un peu inversé de l'excès de demande. C'est en fait l'excès d'offre. C'est une mesure grossière de l'excès d'offre. Donc ce n'est pas très original.
Ce qu'on a fait, c'est simplement de reprendre la notion de tâtonnement valrasien ou de tâtonnement par les prix sur un marché pour l'appliquer au marché du travail. Et on a fait un petit court-circuit, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre une mesure de l'excès de demande de travail, on a pris une mesure de l'excès d'offres, parce que ça correspond à la manière de parler de tout le monde. On parle tout le temps de chômage, hein, et c'est en général plutôt comme ça qu'on décrit les déséquilibres, hein, qu'on appréhende les déséquilibres sur le marché du travail, plutôt qu'en termes d'excès de demande. Successivement, je vais revenir sur l'effet Phillips lui-même, mais je vais rajouter des choses à cette simple courbe de Phillips que, il y a longtemps, l'économiste Phillips a proposé, sous une forme d'ailleurs très rudimentaire. Là, la courbe de Phillips telle qu'on l'utilise actuellement est un peu loin de celle des origines. Donc je vais devoir rajouter des choses. Et ce que je vais rajouter, c'est le point 2, la correction des erreurs d'inflation, on a déjà entendu parler de ça, et la formation des anticipations. Comme vous l'avez remarqué, je n'ai pas dit la courbe de Phillips, j'ai dit la courbe de Phillips corrigée des anticipations. Et c'est un point important, c'est la présentation moderne de la courbe de Phillips. Moderne, enfin bon, c'est pas si récent que ça, hein. Je veux dire, ça fait un moment qu'on a compris ces choses-là. Alors d'abord, l'effet Phillips. C'est ce que je vous ai déjà expliqué. Le taux de chômage est une mesure grossière de l'excès d'offre de travail. Comme vous le savez, les conditions du marché du travail affectent la formation des salaires. C'est une notion qui est très simple à comprendre. Lorsqu'il y a un chômage très fort, ça a tendance à peser sur les salaires. Et quand il y a un boom, quand il y a une période d'expansion, quand tout va bien, les salaires augmentent plus vite. Alors, pour reformuler un petit peu ces choses-là, pour arriver à une bonne description de ce qui se passe effectivement dans le marché du travail, il faut tenir compte de ces spécificités, de quelques spécificités importantes, celles qu'on retient ici, du marché du travail, qui n'est pas, comme je vous l'ai dit, un marché comme les autres. Pourquoi? Parce que c'est un marché dans lequel il y a ce qu'on appelle un rapport salarial. C'est une forme qui souvent soit est contractuelle ou conventionnelle. Il y a des contrats explicites ou implicites qui lient l'employeur et l'employé. Et il y a il peut y avoir une réglementation, mais au-delà de la réglementation, il y a, si vous voulez, dans le rapport salarial, quelque chose qui explique, par exemple, que le travailleur a une bonne probabilité de conserver son travail. Lorsque, disons, la situation économique est un peu moins bonne ou la situation de l'entreprise est un peu moins bonne. C'est-à-dire que ce n'est pas juste simplement une situation dans laquelle le salarié, une fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'entreprise, on le licencie. Ce n'est pas facile de licencier un salarié. Donc il y a, si vous voulez, des relations qui existent, qui peuvent être contractuelles, hein, c'est-à-dire qu'il peut y avoir vraiment un contrat qui a une forme juridique et qui garantit le salarié et l'employeur. Mais il peut y avoir tout simplement un aspect, je dirais, informel, relationnel, qu'on peut expliquer par exemple en termes de réputation d'un employeur. Hein. Et on peut effectivement beaucoup élaborer là-dessus. Je ne fais pas de cours, encore une fois, de Labor Economics, mais il y a toute une littérature sur les contrats implicites qui est d'ailleurs très intéressante, même si elle a un peu vieilli, elle est très intéressante, elle se renouvelle. Donc, ça explique ces choses-là. Donc, ce qu'on va retenir tout simplement de cette littérature, c'est tout à fait élémentaire. On va retenir que, d'une part, le salarié comme l'employeur, le salarié est intéressé non pas par son salaire, mais par le pouvoir d'achat de son salaire, ça je l'ai déjà dit, et qu'il essaie lorsqu'il rentre dans un rapport salarial, par exemple, lorsqu'il rentre dans une négociation salariale, il essaie de faire valoir son calcul représentant son intérêt personnel, c'est-à-dire il essaie d'assurer un certain pouvoir d'achat de son salaire,
Et pour cela, bien entendu, il essaie de se garantir contre les erreurs qu'il peut commettre sur le taux d'inflation. Le taux d'inflation, je vous le rappelle, n'est pas connu. Alors, en fait, ces idées-là, elles sont intégrées dans la formulation que je donne ici de l'effet Phillips. En fait, l'effet Phillips, ce n'est pas une relation entre le taux de chômage et la croissance du salaire nominal, c'est une relation entre le taux de chômage, et, on va inverser la relation, je vais commencer comme ça, c'est une relation entre le taux de chômage, c'est-à-dire un indicateur du déséquilibre sur le marché du travail, et la croissance espérée du pouvoir d'achat du salarié. Donc l'espérance de croissance, si vous voulez, du pouvoir d'achat. Donc c'est ce que j'ai écrit très simplement ici dans la petite formule 1 où j'ai indiqué que ce que je considère, c'est la croissance du salaire contracté. La croissance du salaire contracté, c'est ça qui, au fond, le taux de chômage pèse sur les négociations salariales, donc affecte le salaire contracté, conventionnel, enfin, si vous voulez, l'accord salarial. Donc, la croissance du salaire contracté moins la croissance du niveau général des prix anticipé. C'est ce que j'ai indiqué ici pour les taux de croissance par un point. Les minuscules indiquent les logarithmes des lettres majuscules. C'est d log de W dt, c'est W point. Et j'ai en plus rappelé dans ma formule que par le petit c qui se trouve en indice supérieur du taux de croissance du salaire nominal, qu'il s'agit d'une croissance du salaire contracté. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement ce salaire que finalement, même en nominal, le salarié va obtenir. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir peut-être une correction pour tenir compte d'une dérive inflationniste. Et bien entendu, pour ce qui est de l'anticipation de la croissance du niveau général des prix, P point, c'est le taux de croissance du niveau général des prix. Bien entendu, ici, ce n'est pas le niveau général des prix qui intervient. Pourquoi ? Mais parce que le niveau général des prix, au moment où le salaire est contracté, il n'est pas connu. La seule chose qu'on peut avoir, c'est une anticipation. Et l'anticipation est indiquée par cette petite vaguelette qui se trouve sur P point, qui est comme un tilde. Voilà, on admet que cette relation que j'ai ici écrite comme une fonction du taux de chômage, j'écris que l'espérance du pouvoir d'achat du salaire contracté augmente varie en fonction du taux de chômage, plus exactement, il diminue lorsque le taux de chômage augmente, lorsque la situation du chômage la situation du marché du travail se dégrade, eh bien, ce qui est à gauche du signe égal tend à décroître. Et cette fonction f, on la représente souvent comme indiquée dans la figure 2, c'est-à-dire c'est une fonction qui est décroissante. Il y a un chômage U0 qui correspond à une croissance nulle, mais il y a un chômage U0 qui correspond à une croissance nulle du pouvoir d'achat du salaire espéré, et il y a un comportement asymptotique lorsque le taux de chômage diminue, c'est-à-dire que lorsque le taux de chômage tend vers zéro, la croissance de ce qui est à gauche du signe égal tend vers l'infini. C'est une discussion qui n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important ici, c'est d'admettre la pente négative. C'est la seule chose qui va vraiment compter dans mes développements ultérieurs. Alors maintenant, je vais devoir parler de la correction des erreurs d'inflation, parce que, au fond, ce que je viens d'expliquer, c'est que la relation de Phillips, l'effet Phillips, c'est une relation entre quelque chose que j'observe, U, et quelque chose que je n'observe pas.
je n'observe pas l'anticipation de prix, donc je n'observe pas l'espérance de pouvoir d'achat ou la croissance de l'espérance de pouvoir d'achat du salaire. Je ne l'observe pas. Et évidemment, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre et d'expliquer ce que j'observe. Ce qui m'intéresse, c'est d'expliquer les évolutions du salaire réel ou nominal observé, pas seulement de ce qui est supposé être dans la tête des contractants lors de la négociation salariale. Et donc, il va falloir que j'élabore un petit peu cette notion pour établir un passage entre la croissance du pouvoir d'achat des salaires espérés et le salaire réel ou le salaire nominal effectivement constaté. Alors, en fait, je vais reprendre une idée que j'ai déjà proposée, mais avec un certain inconfort. Pourquoi avec un certain inconfort? Parce que le cadre de statique comparative n'était pas très approprié pour parler de ça, même si j'en ai parlé. Là, je suis vraiment beaucoup plus à l'aise, parce que comme je suis dans un cadre où il y a plusieurs périodes, et je vais avoir une dynamique, et c'est déjà une relation dynamique, la courbe de Phillips, c'est une relation entre un niveau, c'est-à-dire le chômage, et une croissance, la croissance du salaire réel en pouvoir d'achat espéré. C'est une relation dynamique. Donc je suis plus à l'aise pour vraiment réintroduire cette notion proprement. Je veux maintenant parler de la correction des erreurs d'inflation. Ce qui intéresse évidemment le salarié, ce qui intéresse aussi l'entreprise d'ailleurs au passage, mais ce qui intéresse le salarié, c'est l'évolution de son pouvoir d'achat effectif, pas seulement ce qu'il a anticipé. Et par conséquent, comme il redoute les erreurs sur le taux d'inflation, ou plus exactement, il redoute une sous-estimation de l'inflation, dans la négociation qui fait rencontrer son employeur, il y a un élément qui peut jouer qui est est-ce qu'il y a une correction du salaire qui est prévue lorsqu'il y a plus d'inflation que ce qu'on pensait initialement. Alors, ça peut être explicite ou implicite. Il y a des lois qui, dans certains pays, dont le nôtre, excluent les indexations implicites, mais il peut y avoir des comportements qui reviennent à des indexations. Alors, pour se prémunir contre l'inflation surprise, on a imaginé un mécanisme, disons, de correction ex post, que je vais introduire un petit peu comme un mécanisme automatique ici, comme je l'ai fait dans le chapitre 1. Mais ici, c'est vraiment le cadre idéal pour faire ça. Pourquoi? Parce que je vais simplement décrire le passage entre la croissance du salaire telle qu'elle est inscrite dans le contrat et la croissance du salaire nominal telle qu'elle va être constatée dans les comptes de l'entreprise d'ailleurs et du salarié. Donc, la relation 2, si vous voulez, c'est la relation qui lie l'augmentation du salaire nominal et l'augmentation du salaire contracté. Et je vous ai expliqué qu'il y a une différence. Et la différence, c'est la correction des erreurs d'inflation qui va permettre de faire le pont entre les deux. Il peut y avoir une différence totale. Il peut y avoir, ça peut être complètement différent. Mais en introduisant ce mécanisme de correction d'erreurs avec un paramètre important qui est le paramètre θ, je vais pouvoir décrire, balayer tous les cas possibles. Enfin, tous les cas intéressants possibles. Donc, qu'est-ce que j'écris dans cette relation 2? J'écris tout simplement que le taux de croissance du salaire nominal, c'est le taux de croissance qui résulte de la négociation contractuelle, la négociation contractuelle ou conventionnelle, peu importe, de l'accord, si vous voulez, entre le salarié et son employeur, plus une proportion de l'erreur commise sur le taux d'inflation. Et bien, cette correction d'erreur, qu'est-ce qu'on corrige? Au fond, on corrige la variation, l'augmentation du salaire effectivement reçu par le salarié, d'une fraction de l'écart entre le taux d'inflation observé et le taux d'inflation qui était anticipé le jour du contrat.
Par exemple, on pensait qu'il y aurait 2% d'inflation et il y a 4% d'inflation. Donc l'écart, c'est 2%. D'accord ? Et on corrige une proportion de cet écart, ça peut être 100% d'écart, c'est-à-dire que si on corrige de 100% de l'écart à ce moment-là, c'est comme si on avait négocié en salaire réel, on corrige tout, on ajuste de l'inflation le salaire. Si on ne corrige pas tout, ce qui est le cas qu'on rencontre le plus souvent, eh bien θ est compris entre 0 et 1. Si vous prenez par exemple θ égale 1,5, dans notre cas, dans l'exemple que je vous ai indiqué, il y a une erreur d'anticipation sur l'inflation. Donc il y a un écart entre l'inflation observée et l'inflation anticipée de 2%, et on prend la moitié de cet écart, c'est-à-dire qu'on augmente ex post le salaire reçu par le salarié de 1%. On lui accorde une augmentation automatique de salaire de 1%. Ça ne comble pas complètement l'écart, mais ça l'amortit, ça le réduit. J'ai assez dit de choses sur les fondements microéconomiques de ce phénomène. Il y a toute une littérature sur l'indexation. J'ai mis à votre disposition, je pense que vous l'aurez aujourd'hui ou demain, une vidéo où je donne quelques indications supplémentaires sur qu'est-ce qui se passe dans le mécanisme d'indexation, quel est le fondement microéconomique de ce mécanisme d'indexation. Donc je ne vais pas en parler ici en séance. Et ensuite, je vais écrire à quoi est égale l'évolution du salaire réel. Qu'est-ce que c'est que l'évolution du salaire réel? C'est W point moins P point, c'est l'évolution effective du salaire réel. C'est ce qui, je peux lier l'évolution de W point moins P point à deux éléments. Premièrement, le taux de chômage, un petit peu de manipulation, le taux de chômage et l'écart entre P point et P point tilde. Autrement dit, l'évolution du salaire réel, je vais pouvoir dire de quelle manière elle dépend du taux de chômage par l'effet Phillips et de l'erreur commise sur le taux d'inflation. Donc s'il y a une inflation surprise, ça joue bien entendu sur le salaire réel. Ça vous donne un pouvoir d'achat plus faible que vous ne l'espériez. C'est ce qu'on voit dans le terme 1 moins θ multiplié par l'erreur sur le taux d'inflation. Donc si l'indexation est totale, vous voyez que le salaire réel ne dépend que du taux de chômage, il ne dépend pas de ce que l'on appelle l'inflation surprise ou la surprise inflationniste, c'est-à-dire l'erreur sur l'inflation. Et si l'indexation est imparfaite, il dépend de ces deux facteurs. Alors maintenant, il faut préciser un petit peu qu'est-ce qu'on met derrière P point tilde pour avancer, parce que jusqu'à maintenant, on a reculé la difficulté, on a repoussé la difficulté, mais on ne l'a pas éliminée. On ne sait pas encore expliquer l'évolution du salaire réel parce qu'on n'a pas d'idée particulière, on n'a pas introduit d'hypothèse particulière sur comment se forment les anticipations. Si on sait comment se forment les anticipations, là, on pourra dire des choses très sérieuses sur l'évolution du salaire réel. La référence absolue en matière d'anticipation pour l'économie, c'est ce que l'on appelle l'hypothèse d'anticipation rationnelle. C'est la théorie de référence. Et cette théorie, en fait, pourquoi c'est la théorie de référence? D'abord parce que c'est un raisonnement économique qui est derrière. C'est cette rationalité qu'on a dans l'anticipation rationnelle, c'est une rationalité économique. Et d'autre part, ça c'est encore plus important, d'ailleurs le second point est encore plus important, c'est que c'est une théorie qui permet d'unifier un très grand nombre de cas différents. Ce n'est pas... c'est une théorie qui est extrêmement large et en fait beaucoup plus large qu'on ne le croit. Qu'est-ce que c'est que les anticipations rationnelles? Comment on définit les anticipations rationnelles? Je vais ici l'appliquer tout simplement au taux d'inflation, puisque on doit parler ici du taux d'inflation et de son anticipation. Qu'est-ce que c'est que l'anticipation rationnelle du taux d'inflation? J'applique la définition de l'anticipation rationnelle. C'est l'espérance conditionnelle du taux d'inflation. Conditionné par quoi? Conditionné par l'ensemble des informations disponibles au moment où on forme l'anticipation.
c'est pas quelque chose de très scandaleux, hein. Je veux dire, c'est extrêmement simple. Et c'est très simple, et quand on le présente comme ça, c'est très facile à comprendre. Au fond, celui qui anticipe, s'il est rationnel, il utilise toutes les informations disponibles pour former son anticipation. Ça, c'est très facile de comprendre ça. Alors, évidemment, vous pouvez mettre ça en défaut. Hein. Vous pouvez dire non, c'est pas vrai, on n'utilise pas toute l'information. Enfin, tout ça, c'est une discussion. Mais en tout cas, cette discussion qu'on peut avoir sur les anticipations, elle a toujours ce point de référence. C'est-à-dire qu'on discute toujours par rapport à l'anticipation rationnelle. C'est très important. Et puis, on va voir aussi qu'il y a aussi un autre mérite, je dirais une autre vertu de la théorie des anticipations rationnelles. Donc ça, c'est relatif à la politique économique. Bon, qu'est-ce que c'est que les informations disponibles, pour donner un peu de contenu concret, qu'est-ce que c'est que les informations disponibles? Ce sont les observations passées jusqu'au présent, et aussi la loi de probabilité qui génère le taux d'inflation. Alors là-dessus, sur la loi de probabilité qui génère le taux d'inflation, vous voyez qu'il y a... Ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi parce que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Hein. Et donc, mais il le faut. Il faut absolument cet élément-là, sinon on ne peut pas calculer une espérance conditionnelle. Pour calculer une espérance conditionnelle, il faut se donner une loi de probabilité, ou il faut connaître la loi de probabilité. Si on ne la connaît pas, qu'est-ce qu'on fait? Comme d'habitude, on fait une hypothèse. Ça, effectivement, c'est critiquable, mais c'est critiquable comme n'importe quel savoir scientifique. Hein. Dans toute théorie, il y a des hypothèses. Là, c'est une hypothèse. Pour discuter un peu plus cette question-là, je propose ici d'envisager 3 cas, 3 hypothèses alternatives qui peuvent être retenues sur le taux d'inflation sans référence particulière, hein, a priori, avec les anticipations rationnelles. Je vais prendre 3 hypothèses très couramment utilisées et je vais montrer qu'on peut les reconnaître, on peut plus exactement les ramener à l'anticipation rationnelle. C'est ça que je vais faire. C'est-à-dire que je vais prendre des hypothèses ad hoc et je vais montrer qu'il y a des cas où elles apparaissent effectivement comme des hypothèses d'anticipation rationnelle et pas simplement comme un choix arbitraire du modélisateur. C'est un point important parce que quand vous comprenez ça, vous êtes amené à inverser votre raisonnement. C'est-à-dire vous ne faites plus d'hypothèse ad hoc sur les anticipations, et vous faites une hypothèse sur la loi de probabilité. Alors voilà les 3 hypothèses que je propose. La première hypothèse, c'est le taux d'inflation n'est pas aléatoire. C'est-à-dire, en fait, vous le connaissez. C'est une fiction. On suppose que on connaît le taux d'inflation. Ça s'appelle souvent anticipation parfaite. Attention, ce n'est pas anticipation rationnelle, anticipation parfaite. C'est-à-dire que vous êtes tellement puissant et intelligent que vous ne commettez pas d'erreur sur le taux d'inflation. Ça veut dire que P point tilde est égal à P point. Cette hypothèse ad hoc, en fait, c'est une hypothèse d'anticipation rationnelle dans un cas. Dans le cas où, effectivement, le taux d'inflation n'est pas aléatoire. Quand vous prenez l'espérance d'une variable qui n'est pas aléatoire, c'est la variable elle-même. Donc, qu'est-ce que je viens de dire? Je viens de dire que ce cas qui est, disons, utilisé, hein, mais un peu trop simple, il est ad hoc, eh bien, en fait, il ne contredit pas les anticipations rationnelles. Simplement, là où il y a une discussion, c'est est-ce qu'on peut admettre que le taux d'inflation n'est pas aléatoire? Si vous sortez de là, évidemment, ce n'est plus rationnel de prendre cela. Alors, deuxième cas, le taux d'inflation est un bruit blanc. Alors, imaginons que le taux d'inflation suit un bruit blanc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire P point, la variable que vous observez, elle est aléatoire et elle suit une loi de probabilité d'espérance nulle, de variance constante et non autocorrélée. Eh bien, c'est très simple, vous avez beau connaître toutes les données passées, ça ne vous apporte rien puisque ce n'est pas autocorrélé.
Donc vous ne pouvez pas vous servir des données passées pour anticiper l'inflation. Et vous calculez l'espérance d'une variable P point qui est justement d'espérance nulle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, vous allez tout simplement construire une anticipation d'inflation qui est P point tilde égale 0. Il n'y a pas d'inflation. Alors, vous pourriez aussi mettre dans ce sac le cas où P point tilde est une constante, c'est-à-dire, par exemple, 2%. D'accord? Voilà. Donc, si vous pensez que le taux d'inflation obéit à une loi de probabilité qui est un bruit blanc plus une constante, vous prenez l'espérance de cette variable et vous trouvez 2%. Donc, c'est pas parce que j'ai pris 0 pour simplifier. Hein, donc, vous pouvez mettre constante plus un bruit blanc. C'est tout à fait dans ce cas. Eh bien, ce cas-là, donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suppose que le taux d'inflation, je ne sais pas ce qu'il va être parce que c'est un aléa, mais on m'a mis dans la tête que le taux d'inflation c'est 2%, eh bien je vais anticiper le taux d'inflation à 2%. Et je vais me tromper. Mais en tout cas, je suis rationnel, parce que comme je ne sais rien dire de mieux, eh bien, j'ai utilisé toute l'information disponible. L'information disponible, c'est ce que m'a seriné la Banque Centrale Européenne en me disant c'est 2%, c'est 2%. J'ai compris, c'est 2%, et donc comme je suis rationnel, et que je sais que il y a bien un aléa, ça peut être 1%, ça peut être même négatif, mais de toute façon, c'est une loi de probabilité d'espérance 2%, hein, et de variance constante non autocorrélée. Donc je regarde ce qui s'est passé derrière, avant, ça ne sert à rien, puisque ce n'est pas autocorrélé, je dis c'est 2%. C'est parfaitement rationnel. Et puis ensuite, il y a un autre cas, qui est encore plus intéressant, c'est le taux d'inflation suite une marche aléatoire. J'ai, dans le chapitre sur les cycles, fait allusion à ces processus de marche aléatoire qui sont particulièrement importants en économie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'hypothèse que je considère ici? C'est l'hypothèse suivant laquelle le taux d'inflation varie comme un bruit blanc. C'est-à-dire, ce n'est pas le taux d'inflation qui suit un bruit blanc, mais c'est la variation du taux d'inflation qui suit un bruit blanc. Donc, le taux d'inflation, il peut être de 1% l'année dernière et de 1,5% cette année. Ce que je dis, c'est que la différence entre les deux, c'est un aléa d'espérance nulle, de variance constante non autocorrélée. Donc, cette hypothèse-là, vous voyez, ce n'est pas le taux d'inflation, mais la variation du taux d'inflation qui suit un bruit blanc. Cette hypothèse, en fait, lorsqu'on la teste statistiquement, elle n'est pas rejetée. Donc elle est plus, disons qu'elle est plus en accord, hein, l'hypothèse qu'on fait sur la loi de probabilité est plus en accord avec les évidences empiriques. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, hein, encore une fois, elle n'est pas rejetée au sens du test statistique. Donc, qu'est-ce que ça implique en termes d'anticipation si j'ai vraiment choisi, en faisant cela, la bonne loi de probabilité? Le taux d'inflation varie comme un bruit blanc. Ça veut dire que le taux d'inflation aujourd'hui, c'est le taux d'inflation hier plus un bruit blanc. Je prends l'espérance de cette loi et qu'est-ce que je trouve? Eh bien, je trouve que l'anticipation rationnelle ou l'espérance conditionnelle de P point, c'est P point tilde égale P point T-1, c'est-à-dire la meilleure anticipation au sens d'anticipation rationnelle consiste à dire l'inflation dans la période qui commence, c'est la même que l'inflation dans la période précédente. Alors, ça peut paraître, quand je dis ça, de manière, si je propose si je propose cette hypothèse de cette manière, en disant l'inflation anticipée, c'est pour anticiper l'inflation, on regarde ce qui s'est passé l'année dernière et on dit ce qui va se passer, c'est comme l'année dernière. Hein. Eh bien, ça peut paraître arbitraire, mais si l'inflation suit une marche aléatoire, c'est une anticipation rationnelle. D'accord? Donc, ces trois cas ne contredisent nullement l'hypothèse d'anticipation rationnelle. Simplement, vous voyez apparaître quelque chose, c'est que
chacun de ces cas correspond à une hypothèse spécifique sur la loi de probabilité qui détermine le taux d'inflation. Alors maintenant, c'est intéressant de retourner au salaire réel, parce que, encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre la détermination du salaire réel et surtout de voir quel est le rôle de la règle d'indexation. Alors, dans les trois cas envisagés, ici, j'ai construit l'équation qui détermine la croissance du taux de salaire réel W.T moins P.T. Dans le cas où l'inflation dépasse une variable aléatoire, à ce moment-là, tout se passe en réel, puisque vous ne vous trompez pas sur l'inflation, il n'y a pas d'erreur d'inflation, et donc il n'y a qu'une relation entre le salaire réel, la croissance du salaire réel et le taux de chômage. Donc il n'y a que l'effet Phillips qui reste. Et ça détermine directement la croissance du salaire réel ou la croissance du pouvoir d'achat du salaire. Dans le cas où je retiens l'hypothèse d'un bruit blanc pour la détermination d'une variable aléatoire qui est le taux d'inflation, prenons l'hypothèse du bruit blanc. Qu'est-ce qu'elle a comme implication? Eh bien, en fait, j'applique tout simplement la formule que j'ai établie un peu plus haut sur la détermination de la croissance du salaire réel. Ben, je vois qu'il y a effectivement une relation entre l'évolution du taux de salaire réel, le taux d'inflation et le taux de chômage. Dans le cas d'une marche aléatoire, c'est un tout petit peu plus compliqué. Le taux de salaire réel, il dépend du taux de chômage par l'effet Phillips, mais il dépend aussi du taux de croissance. L'évolution du taux de salaire réel, plus exactement, dépend du taux de croissance ou de la variation du taux d'inflation. Alors en fait, ça a une petite implication que j'ai indiquée ici. Au fond, la question que je me pose, c'est est-ce que j'essaie de comprendre pourquoi on a intérêt à avoir un mécanisme d'indexation. C'est pas évident en fait. On pourrait très bien se prémunir contre, enfin, dans le cadre des cas simples que j'ai envisagés, on pourrait se prémunir d'une autre manière contre l'inflation. Par exemple, on prend l'hypothèse d'un bruit blanc. Si le taux d'inflation suit un bruit blanc, enfin, c'est mean reversing, c'est-à-dire en fait c'est tantôt au-dessus, tantôt en dessous. Et il y a la même probabilité que ce soit au-dessus ou en dessous. C'est une hypothèse d'espérance nulle autour d'une constante et de variance nulle non autocorrélée. Bon. Quand on a affaire à un processus comme ça, on peut bien prendre une règle d'indexation, mais il y a d'autres façons de se protéger. Les autres façons de se protéger, c'est soit d'accumuler un peu d'épargne. Vous avez un peu d'épargne, saving for the rainy days. Vous avez un peu d'épargne quand vous avez une baisse de votre pouvoir d'achat, vous utilisez votre épargne. Et quand vous avez une augmentation de votre pouvoir d'achat, vous accumulez l'épargne pour les mauvais jours. Donc vous garantissez contre les variations du taux de salaire. Pourquoi une règle d'indexation? Est-ce que c'est mieux que ça? D'accord? Est-ce que vous avez vu? Tout le monde comprend. Hein? Alors, il y a une autre hypothèse, c'est que vous pourriez très bien utiliser, ça dépend encore une fois de l'économie dans laquelle vous êtes, mais nous sommes dans ce cas-là, nous sommes dans une économie où il y a des marchés des capitaux presque parfaits. Donc il y a la possibilité non seulement d'épargner, mais il y a aussi la possibilité de s'endetter. Là, vous pourriez vous garantir contre les variations de votre pouvoir d'achat de cette manière. C'est-à-dire, lorsque vous avez une baisse du pouvoir d'achat, vous continuez à consommer de la même manière en vous endettant. Et il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que si vraiment on a affaire à un bruit blanc, un jour c'est moins, mais l'autre jour c'est plus. D'accord? Et donc, le jour où c'est plus, vous n'aurez aucun problème pour rembourser la dette que vous avez contractée le jour où c'était moins. Okay? Donc, à quoi ça sert? On peut douter à quoi ça sert. Douter de l'intérêt de la règle d'indexation. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire qu'il y a des substituts parfaits. Dans ces deux cas, il y a des substituts parfaits à la règle d'indexation.
Par contre, dans le cas où il y a une marche aléatoire, alors là, c'est plus vrai. C'est plus vrai parce que, encore une fois, c'est un mécanisme, c'est un processus à mémoire longue. Si un jour vous avez une accélération du taux d'inflation, bon, vous allez sans doute avoir... si vous avez compris ce que c'est qu'une marche aléatoire, si vous avez un choc un jour sur le taux d'inflation, qui suit ici une marche aléatoire, ce choc, il va avoir des effets absolument perpétuels. C'est-à-dire vous avez un jour une augmentation du taux d'inflation très forte, et ça va amener une augmentation, pas une variation, une augmentation du taux d'inflation très forte, et ensuite vous repartez de cette valeur du taux d'inflation pour, disons, égrener les tirages dans un processus de marche aléatoire. Donc là, effectivement, vous ne pouvez pas faire appel aux deux solutions que je vous ai indiquées, c'est-à-dire épargner ou faire appel à un marché des capitaux. Pourquoi? Parce que si vous avez une hausse du taux d'inflation, ça ne va pas être nécessairement compensé par une baisse du taux d'inflation à un autre moment. Maintenant, je vais rentrer dans une autre discussion. C'est une autre section de mon cours, le dilemme inflation-chômage. Cette discussion, elle est marquée par un progrès dans, disons, les éléments que je prends en compte, les comportements que je prends en compte. La discussion que je viens d'avoir, elle ne fait appel qu'à des phénomènes concernant le marché du travail. Le taux de salaire, la formation du taux de salaire, la relation entre le taux de salaire et l'excès de demande ou l'excès d'offre. Donc ce sont des choses qui concernent un marché, le marché du travail. Et là, je vais progresser en introduisant un autre marché, ou un autre comportement qu'un comportement salarial. Je vais introduire un comportement de détermination des prix, ou un mécanisme de détermination des prix. Quand on dit ça, un comportement de prix, on a en tête la façon dont les entreprises fixent les prix. Je vais tenir compte de ça, bien entendu. Donc je vais introduire une discussion qui, vous le savez, arrive très rapidement. C'est que lorsque on a compris que, en fait, le salaire qui est issu d'un contrat, d'un accord entre les employeurs et les employés, c'est un salaire nominal, mais qu'il a bien entendu été justifié par un calcul, eh bien on peut rentrer dans cette discussion qui vient rapidement, qui est que, en fait, le phénomène d'inflation, il va se nourrir d'un cercle vicieux. Lorsqu'il y a une inflation qui augmente, l'augmentation des prix provoque une augmentation des salaires, parce que tout simplement les salariés défendent leur pouvoir d'achat. Malheureusement, il ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là parce que pourquoi? Pour l'entreprise, le salaire est un coût. Et pour maintenir sa rentabilité, l'entreprise a la possibilité d'augmenter ses prix. Alors évidemment, ce n'est peut-être pas une possibilité infinie, mais elle a une marge de manœuvre. Elle a cette marge de manœuvre et elle va utiliser cette marge de manœuvre. Donc, les coûts augmentent, et bien l'entreprise va augmenter le prix auquel elle vend le produit qu'elle élabore. Et si on continue le raisonnement, évidemment, si toutes les entreprises font comme ça augmente le taux d'inflation, les salaires vont augmenter, et ensuite, deuxième phase, les coûts augmentent pour les entreprises, donc les entreprises augmentent les prix, ainsi de suite. Donc ce mécanisme, qui est un mécanisme de boucle prix-salaire, on dit boucle prix-salaire, c'est un mécanisme de dynamique de court terme, c'est une dynamique de court terme, et ça apporte quelque chose, enfin c'est une idée qui permet de comprendre le mécanisme d'inflation, c'est-à-dire pourquoi y a-t-il des augmentations de prix récurrentes, peut-être simplement parce qu'on est dans cette situation-là, où il y a une espèce de course prix-salaire, une boucle prix-salaire, qui s'engage et qui se perpétue.
cette boucle prix-salaire, en fait, je vais l'introduire de manière un peu brute, simple, et ensuite je vais l'élaborer. Et je vais trouver tout autre chose de ce que je croyais au départ. C'est-à-dire, bon, au départ, je vais simplement comprendre la mécanique de la boucle prix-salaire, mais rapidement, je vais m'apercevoir que dans cette boucle, il y a, dans la discussion que je vais poursuivre, je vais m'apercevoir qu'il y a des notions qui vont sortir. Les notions qui vont sortir, ce sont les notions de chômage naturel et les notions corrélatives de production potentielle. Donc en fait, je vais rentrer tranquillement dans une explication du taux d'inflation et je vais m'apercevoir qu'en faisant ça, je vais ouvrir des portes sur d'autres choses. Alors d'abord la boucle prix-salaire, toute simple. Je vous l'ai dit, en fait, l'interaction des prix et des salaires, c'est l'interaction de deux comportements. Ce n'est pas seulement les salaires. Les salaires et la fixation des prix impliquent une instabilité potentielle des variables nominales. Les prix, les salaires sont des variables nominales. Comment, dans cette boucle prix-salaire, l'économie trouve son équilibre, ou le secteur prix-salaire trouve son équilibre? Eh bien, pour répondre à cette question, on va tout simplement introduire un comportement salarial, formellement, un comportement de prix, et on va essayer de résoudre ces deux équations qui vont représenter un comportement de salaire et un comportement de prix pour voir s'il y a un équilibre et quel type d'équilibre, quelles sont les propriétés de l'équilibre qu'on trouve. Le comportement de salaire, je l'ai déjà, puisque j'ai déjà dit un certain nombre de choses sur la courbe de Phillips augmentée des anticipations, donc c'est intéressant, je vais reprendre tout ça. Mais je ne dispose pas d'un comportement de prix. Alors le comportement de prix le plus simple que je vais introduire ici s'appelle comportement de mark-up ou comportement de taux de marge en français. Donc ce comportement de mark-up over cost, je vais le décrire et je vais voir comment il se combine avec un comportement de salaire. Alors qu'est-ce que c'est qu'un comportement de mark-up? C'est un comportement qui, c'est très grossier, c'est extrêmement grossier. C'est un comportement de prix extrêmement simple qui consiste pour l'entreprise à raisonner de la manière suivante. Alors, le comportement de mark-up over cost, c'est tout simplement ce comportement qui consiste à avoir un taux de marge qu'on considère comme satisfaisant pour l'entreprise et à l'appliquer sur les coûts. Il y a des coûts qui sont donnés, ces coûts qui sont donnés résultent du salaire et évidemment de la productivité du travail. Je considère ici uniquement les coûts salariaux. J'ai des coûts salariaux, et lorsque les coûts salariaux augmentent, ils peuvent diminuer aussi, puisqu'ils peuvent par exemple notamment diminuer du fait de progrès de productivité, et lorsqu'ils varient, en tout cas lorsqu'ils augmentent, parce que par exemple il y a des augmentations de salaire à la suite de conflits sociaux, je ne sais pas, eh bien, l'entreprise s'aperçoit qu'elle ne réalise plus les marges au taux qu'elle considère comme satisfaisant. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle modifie son prix, elle adapte son prix de manière à retrouver le taux de marge qu'elle considère comme satisfaisant. Cette hypothèse-là, vous voyez, néglige le problème de la concurrence sur le marché du bien produit par l'entreprise. Ce qui limite l'augmentation de prix des entreprises, ce n'est pas des notions morales, c'est la concurrence sur le marché sur lequel elles écoulent leurs produits. D'accord ? Cet élément-là n'est pas apparent, n'est pas explicite dans le raisonnement que je viens de faire. La seule chose, c'est que je mets en relation des coûts et des prix. Bien entendu, ça existe. Quoi qu'il arrive, ça existe. Il faut effectivement que les prix, permettent de dégager une marge compte tenu des coûts que l'entreprise supporte. Sinon, elle arrête son activité.
Ça veut dire tout simplement que je prends les coûts et je multiplie par 1 plus le taux de marge. Si je multiplie par 1 plus le taux de marge, ce taux de marge étant supposé constant, eh bien, la conséquence que je vais avoir, c'est que les prix vont augmenter au même rythme que les coûts salariaux. Coûts salariaux que je peux décomposer en augmentation de salaire et augmentation de la productivité. C'est ce que vous voyez dans l'équation 7. La conséquence de ce comportement de taux de marge, c'est que les prix augmentent comme les salaires diminuaient de la croissance de la productivité que j'ai écrit ici, petit g point. G, qu'est-ce que c'est? C'est la productivité, c'est-à-dire la production divisée par la quantité de travail. J'ai pris une courbe de Phillips très simple, linéaire, corrigée des anticipations, en supposant que le taux de croissance des prix anticipés est nul. Vous savez que ça peut être rationnel dans un certain cas, mais peu importe, là je fais l'hypothèse directe sur l'anticipation. Donc si vous voulez, l'idée c'est le taux de croissance des prix anticipés, c'est 0. Qu'est-ce que c'est que l'erreur? L'erreur d'anticipation de prix, c'est tout simplement P point. Et j'ai une courbe de Phillips qui se simplifie, que vous avez ici à l'équation 6. L'équation 7, c'est l'hypothèse du taux de marge fixe, ou markup over costs. Et vous voyez que si on résout ces deux équations où il y a le taux de croissance des prix et le taux de croissance des salaires, si on résout ces deux équations par rapport à la croissance des prix, on obtient une formule qui est extrêmement simple et qui nous dit la chose suivante. Le taux de croissance des prix dépend négativement du taux de chômage, et il y a une constante aussi qui intervient, on va laisser un peu de côté, ça dépend aussi par exemple de la croissance de la productivité. Peu importe, mais l'important c'est qu'on voit que si la productivité croît à taux constant, c'est-à-dire s'il n'y a pas on ne considère pas des variations de G point, ce qu'on voit apparaître dans l'équation 8, c'est une relation entre le taux d'inflation et le taux de chômage. Cette relation, elle est négative, donc elle suggère qu'il existe un dilemme inflation-chômage. Qu'est-ce que ça veut dire un dilemme inflation-chômage? Ça veut dire que si vous voulez faire diminuer le chômage, il faut accepter une augmentation de prix plus importante. Enfin, si on interprète ça comme un dilemme. Ce qu'on voit ici, c'est que simplement, une augmentation du chômage se traduit par un ralentissement des prix. C'est ça qu'on voit. Donc, si vous voulez, il y a une relation, en tout cas, on ne sait pas dans quel sens il faut la lire, on ne sait pas le sens de la causalité, en fait. Mais on sait qu'il y a une relation, qui est de toute façon dans les deux cas fonctionnelle, décroissante, entre le taux de croissance des prix et le chômage. Et donc, on est fondé à parler d'un dilemme inflation-chômage. Si on regarde un petit peu comment ce dilemme peut varier, enfin se détermine, si vous voulez, il dépend du coefficient bêta. Qu'est-ce que c'est que le coefficient bêta? C'est le coefficient qui intervient devant le chômage dans l'équation de Phillips. Autrement dit, ça mesure la sensibilité des salaires au chômage, comment les salaires varient lorsqu'il y a une variation du chômage. Et ça dépend également du taux d'indexation ou du taux qui mesure l'inertie nominale, vous appellerez. Lorsque l'indexation tend vers 1, c'est-à-dire lorsqu'elle devient presque parfaite, eh bien on voit que les variations du taux de chômage se traduisent par de très fortes variations du taux d'inflation. Et dans une discussion qui a un peu disparu sur l'indexation, on s'est appuyé sur ce résultat pour dire que, en fait, l'indexation était, disons, responsable, ou en tout cas en partie responsable, en grande partie responsable, de taux d'inflation élevés, des taux d'inflation élevés qu'on connaissait. Maintenant, c'est plus le cas, mais donc c'est pour ça que cette discussion a un peu disparu. Mais il y a eu des périodes où il y avait de l'inflation très forte, et en même temps, il y avait des taux d'indexation très forts. C'est-à-dire la valeur de θ était proche de 1. Et évidemment, il y a eu
responsables de politique économique, même des économistes, qui ont dit, mais voilà, en fait, c'est ça, il faut tout simplement désindexer les salaires. Si vous désindexez les salaires, vous cassez le mécanisme de la boucle salaire-prix, et donc vous réduisez l'inflation. Ça, c'est une vieille discussion qui a disparu, mais on n'en est plus du tout là. Mais ça rappelle aux anciens de bons souvenirs, les bons souvenirs de la période où M. Delors était ministre de l'économie. En fait, ce raisonnement, il a quelque chose de très gênant. Il a quelque chose de très gênant parce qu'il nous suggère, c'est un peu de manière subliminale d'ailleurs, il nous suggère que les responsables de l'inflation, ce sont les travailleurs. Pour corriger un peu cette idée, il faut élargir un peu le comportement de prix. Est-ce que c'est vraiment les salariés qui sont responsables de l'inflation? Pour reposer la question de manière un peu plus, disons, complète, il faut regarder de près comment se comporte l'entreprise. Et en fait, dans le mécanisme qu'on a décrit, on a mis une courbe de Phillips, donc un tâtonnement barrasien, et du côté des prix, la seule chose qu'on a mis, c'est il y a des coûts, on augmente les prix. Et on a oublié quelque chose de très important, mais peut-être qu'à l'époque c'était moins important, maintenant c'est très important. C'est le plus important. C'est la concurrence sur le marché des biens. C'est-à-dire que ce qui empêche les entreprises d'augmenter les prix lorsque les coûts augmentent, c'est qu'elles font face à une situation de concurrence difficile sur leur marché. Et donc souvent, effectivement, elles n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre sur l'augmentation des prix. Qu'est-ce qu'elles font? Elles font des compressions de coûts. Donc elles licencient, par exemple. On va faire comme ça aussi. Alors, ces histoires de taux de marge constants, en fait, évidemment, sont de plus en plus... Encore une fois, il y a effectivement une relation entre les coûts et les prix. Ça, c'est pas ça qui est contesté. Mais est-ce qu'il y a une relation qui est aussi mécanique que cela? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut parler d'un taux de marge constant? C'est très contestable. Le fondement microéconomique du comportement du markup over cost est en fait le comportement de prix d'oligopole. Donc, quand il y a des oligopoles, on constate, ça c'est une évidence empirique, on constate que les prix obéissent à des comportements de marge. Et c'est facile à comprendre, le fondement microéconomique est facile à comprendre. La firme en situation d'oligopole choisit un taux de marge qui n'a rien à voir avec les déterminants concurrentiels du taux de marge, ou enfin, disons qu'ici, ça a à voir quand même, mais disons qu'il est loin de la concurrence. Pourquoi? Parce que sa préoccupation, c'est il y a deux objectifs contradictoires. Un, d'assurer la rentabilité de l'entreprise, donc ça augmente le taux de marge. Donc, pour avoir une bonne rentabilité, il suffit d'augmenter les prix. Voilà, s'il n'y a pas de concurrence. Et évidemment, il y a une concurrence, mais elle se manifeste comme dans l'oligopole. C'est l'entrée dans l'oligopole. Mais il ne faut pas augmenter trop le taux de marge de manière à interdire l'entrée à des nouveaux concurrents. D'accord? Parce qu'il y a un coût d'entrée qui, évidemment, ne peut être supporté que si on a la marge de manœuvre sur les prix. Donc, c'est ça le fondement microéconomique du markup. C'est des situations d'oligopole. Si vous avez fait de la microéconomie, sans doute vous avez rencontré ces comportements de prix d'oligopole. Et la microéconomie, c'est important. C'est pas parce qu'on fait de la macro qu'il ne faut pas faire de la micro. C'est exactement le contraire. Lorsque on repense un peu le comportement de prix, on se dit non, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est vrai qu'il y a une relation entre les coûts et les prix, mais il y a une considération que les entreprises doivent avoir lorsqu'elles fixent leur prix et qui est la situation concurrentielle. C'est évidemment maintenant indiscutable. Il y a eu des périodes où il y avait moins de concurrence sur le marché des biens. Maintenant, il y a une très forte concurrence sur le marché des biens. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que
variations de prix, elles vont obéir à des mécanismes que l'on trouve dans les descriptions microéconomiques des comportements ou des dynamiques de prix en situation concurrentielle. Qu'est-ce que c'est que ces comportements? Ce sont les comportements de tâtonnement walrasien. C'est-à-dire, au fond, dans un univers concurrentiel, dans un marché concurrentiel, les prix, en dynamique, la dynamique des prix, obéit à cette loi qu'on connaît depuis très longtemps, qui est qu'on appelle encore la loi de l'offre et de la demande. Mais disons, le tâtonnement walrasien, c'est quoi? C'est le fait que lorsqu'il y a des excès de demande, ça augmente, ça a tendance à faire augmenter les prix, et quand il y a des excès d'offres, ça a tendance à faire baisser les prix. Alors ça joue en même temps que la relation entre les coûts et les prix. Et lorsque on mélange les deux, lorsqu'on écrit un comportement de prix qui tient compte des deux, on peut arriver à quelque chose comme l'expression l'expression numéro 9. L'expression numéro 9, vous voyez, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que la croissance des prix, elle est évidemment calée sur la croissance des coûts, mais il y a une variation aussi qui dépend de l'écart entre la demande et l'offre. Et macroéconomiquement, je l'écris ici, parce que on cherche à avoir un comportement macroéconomique, donc quelque chose qui concerne l'ensemble des entreprises, au moins en moyenne, eh bien, l'écart entre la production et la capacité de production, ou la production potentielle. Ce point qui concerne la production potentielle, dans quelques diapositives, nous allons le préciser. Nous ne connaissons pas encore, nous n'avons pas encore une notion de production potentielle clarifiée. Et on va la clarifier. Mais en tout cas, il y a bien quelque chose comme un écart entre l'offre et la demande, ici Y moins Y bar. Et si on fait cela, et si on prend cette hypothèse alternative au markup over costs, et on résout à nouveau ce nouveau modèle de la boucle prix-salaire, eh bien, on obtient une relation qui est la relation 12, où on voit apparaître que le taux d'inflation dépend du taux de chômage et d'une constante. Donc, il y a toujours un dilemme inflation-chômage, mais lorsqu'on regarde le dilemme inflation-chômage, on voit que le coefficient qui intervient ici ne fait pas intervenir que des éléments qui concernent le comportement salarial, mais aussi le comportement des entreprises. Donc, si vous voulez, ce qui ressort de l'équation 12, c'est que si on veut que l'inflation soit plus raisonnable, sans doute il faut peser sur les salaires, mais aussi il faut qu'il y ait plus de concurrence sur le marché des biens. D'accord ? Ce n'est pas donc l'unique responsabilité des salariés, c'est aussi la situation de concurrence sur le marché des biens qui fait qu'on a des prix qui augmentent ou pas. C'est d'ailleurs l'expérience qu'on a vécue ces 2 dernières décennies ou ces 3 dernières décennies. Je vous remercie.